Je voudrais que tu défendes Bruno Le Maire et Emmanuel Macron pendant 2 minutes. Il reste 1 minute 30. Pour moi, la marque du macronisme, ça ne se résume pas aux aides publiques aux entreprises. Quelque part, il a augmenté les montants. Mais si tu veux, François Hollande faisait pareil, Nicolas Sarkozy avait commencé aussi. Bon, tu vois, c'est un classique de la politique française de se dire la politique de l'offre, il faut qu'on bombarde d'argent les entreprises, les grandes boîtes. Ce qui change, c'est comment il a financé ça, Macron, en fait. Moi, c'est ça qui me... Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que c'est passé au travers de toute la classe politique, mais c'est vrai que c'est un sujet, si tu fais pas gaffe, tu t'en rends pas compte, mais ça commence à venir, je suis assez content parce que ça commence à monter, c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de la TVA qui a jamais été aussi haut. Et donc, je vais te prendre un par un les trucs. Collectivité locale. Collectivité locale, on a fait sous Macron quelque chose, c'est qu'on a supprimé 3 impôts, dont 2 qui existaient depuis la Révolution française. La taxe d'habitation et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Taxe d'habitation, c'était, je crois que c'était la taxe communale ou la contribution 1791. Après, ça a eu d'autres noms. Et puis la CVAE, pareil. C'était, je l'avais noté quelque part, mais c'était la patente. Je l'ai. Patente en 1791. On a supprimé ces 2 impôts-là en se disant, bon, faut donner un coup de pouce, tu vois, à la consommation, etc. Il faut savoir, quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est vrai qu'il y a des classes moyennes qui la payaient, qui se sont dit « Ah chouette, je paye un peu moins ». Mais en fait, la vérité, c'est que par exemple, les 15 à 20% des classes qui payaient la taxe d'habitation les plus pauvres ne la payaient pas. Parce qu'en fait, c'était en fonction de ton revenu, il y avait des conditions, etc. Tu pouvais avoir des baisses aussi sur ce que tu devais payer de taxe d'habitation. Par contre, les 20% les plus riches, eux, ils ont bénéficié plein pot de la suppression de la taxe d'habitation. En gros, les 20% les plus riches, c'est la Cour des comptes qui dit ça, ont bénéficié des gains de 50% de la suppression de la taxe d'habitation. Je reviens sur mes collectivités locales. On a supprimé ces impôts-là. Bon, comme je t'ai dit, c'est des impôts, notamment la taxe d'habitation, en fait, qui ont profité plus aux plus riches. C'est pas vrai que c'était que les classes moyennes. C'est vrai un petit peu, je l'admets, mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est comment on a financé ça, en fait. Parce que le grand truc, c'est on a dit, on supprime cet impôt, les gens payent plus. Sauf qu'en fait, si tu fais ça sans compenser, les collectivités locales, elles n'ont plus de source de financement, ça se casse la gueule, c'est plus possible. Donc l'État était obligé de le financer. Et en fait, il l'a financé comment? Avec l'argent de la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait passer un impôt qui était financé sur la base, depuis la Révolution, tu vois, sur la base de là où tu habites, sur une base territoriale, ou sur la base de là où tu produis territorialement, dans ta commune, etc. Maintenant, c'est le consommateur. Là, il y a un changement complet de paradigme. C'est le consommateur qui finance l'extinction de ces impôts. Donc ce que tu payes au caddie de supermarché, tu en as une partie qui vient financer la suppression de la taxe d'habitation. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tu rajoutes à ça des trucs pareils qui ont été financés par la TVA, comme la redevance audiovisuelle. C'est la TVA ça a été compensé aussi, en fait. L'impôt n'a pas disparu. Il a été compensé par l'argent de la TVA. Et tu te retrouves, en fait, dans une situation où les collectivités locales, leur source de financement principale, c'est plus ce qui peut se passer sur ta commune, sur ton département, sur ta région, sur la commune encore un peu, mais c'est cet argent de la TVA. Tu vois, j'avais pris un graphique parce que moi, alors je ne sais pas si on va le voir bien, mais si, on a une très bonne tu vois la flèche. Donc en fait, la courbe noire, c'est donc ça, c'est les principales recettes fiscales des collectivités. Bouge plus ton papier, j'ai ma caméra woman qui va mettre une petite mise au point. Et alors, si tu regardes bien, en 2020, il y a une flèche qui bondit d'un coup, quoi. C'est les produits de la TVA. Dû à l'inflation? Non, c'est ce que l'État a donné en TVA aux collectivités. Tu vois, dans le financement? Ça pose un problème... Donc là, tu es en train de me décrire un effet de manche de Macron. Ouais. Bon, tous les politiciens font ça. Là, ça déshabille Paul pour habiller Jacques. Ouais, mais ça prend des proportions inquiétantes. C'est que, tu sais, moi, j'ai une vision de l'organisation de l'État où la commune est administrée librement, etc. Et en plus, ça va poser des problèmes bientôt. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu as des impôts qui sont comme celui sur la propriété foncière ou autre, c'est des impôts qui sont territorialisés, c'est-à-dire ils sont ancrés dans la réalité de ton territoire, ces impôts-là. Tu vois ? Là, on les a fait disparaître, mais on les a compensés.
Mais donc en fait, on a figé la répartition de cet impôt à un instant T. C'est le moment où on supprime et on compense. Un territoire qui reçoit de l'argent aujourd'hui de la TVA en compensation, ok. Mais si sa population elle vieillit, il n'aura pas les mêmes besoins qu'un territoire où la population elle est amenée à rajeunir et elle a plus de besoins d'investissement, par exemple. Donc en fait, les territoires, par exemple les plus jeunes, si la répartition elle ne change pas, ils vont se retrouver considérablement défavorisés en fait par cette répartition, par ce jeu de manche. Et en plus de ça, moi, ce que j'ajoute en plus dans la discussion, mais je vais parler aussi avec la Sécu, parce que ça c'était le premier pan, tu vois, c'est la première carotte, c'est qu'en fait, moi, ce que j'observe, c'est que, si tu veux, l'État est en train de mettre ses pattes sur la gestion des collectivités locales. Parce que quand tu payes, tu décides. Quand tu payes, tu décides. Jusqu'ici, l'État, il ne payait pas. Voilà. Ou alors, il y avait des mécanismes de solidarité, etc. Mais là, c'est pas juste qu'il paye, c'est que ça prend des proportions. Tu l'as vu, la flèche sur le graphique qui est montant. Ça prend des proportions. Et quand tu payes, tu décides. Donc, tu vas pouvoir décider, à la place des collectivités locales, de mettre la main dans leur financement, de pouvoir dire des choses, ou de dire, en fait, juste, on n'a plus assez d'argent. Ou avant les élections, lui dire attention. C'est ce qui se passe en ce moment. Regarde, on demande un effort aux collectivités locales. Alors on a dit 5 milliards, bon, les élus locaux, ils réagissent. Aujourd'hui, si tu veux, cette compensation, quelque part par exemple pour les communes, elles s'y retrouvent dans la compensation. Mais attention, c'est plus elles qui reçoivent l'argent, c'est l'État. Et maintenant, je vais te dire ce qu'ils font avec la Sécu. Si tu veux, la Sécu, telle qu'elle a été inventée en 1945, à la base, l'État n'était pas dans la gestion de la Sécu. En 1945, le patronat avait collaboré, donc déjà... Avec qui, les Allemands ? Ouais. Petite ambiance de travail, c'est plutôt les syndicats qui gèrent la discussion. Avec l'État qui est là, le gaullisme, puis bon, l'URSS qui met une petite pression sur l'épaule aussi du patronat français. Hein. Bon. Sur les communistes aussi. Et les communistes ressortent du conflit, sont tous armés, enfin tu vois, bon, il y a une ambiance de travail qui est un peu différente. En 1945, dans la gestion de la sécurité sociale, donc qui est le plus gros magot d'argent, beaucoup plus que le budget de l'État, hein, dans la gestion de la sécurité sociale, qui c'est qui gère? C'est globalement les syndicats avec une partie du patronat. Pour une raison simple, ceux qui cotisent, c'est les patrons et les travailleurs. C'est pas l'État. L'État, il n'a rien à faire là-dedans dans cette discussion. Il apporte zéro. Donc, les syndicats, les travailleurs, ils gèrent. C'est les syndicats de travailleurs qui ont la plus grosse partie des pourcentages de voix. Et cette tendance, elle commence à s'inverser parce que le patronat n'a jamais accepté ça. Hein. Tu te doutes qu'être minoritaire dans la gestion d'un magot, alors à l'époque c'était pas 800 milliards d'euros, mais c'était déjà conséquent, assurance maladie, etc. L'État n'a jamais accepté ça et les dirigeants politiques français qui étaient de droite l'ont pas plus accepté. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle le paritarisme à un moment, ça c'est sous Pompidou, où ils disent bon maintenant c'est 50-50 dans la représentation de la sécu, de la gestion, 50% patronat, 50% travailleurs. Là, déjà, ça commence à sentir un peu le roussi pour les travailleurs. Parce que 50-50, les patrons sont plus riches. T'en corromps un, c'est une image, hein, mais tu corromps le pourcent qui reste. Voilà, tu gagnes et t'as la majorité. Donc déjà, c'est pas bon. L'équilibre qui était en faveur du travail a été attaqué à ce moment-là. Et puis ensuite, sous Juppé, on nous dit maintenant, tous les ans, à l'Assemblée nationale, dans les années 90 donc, on va faire des lois de financement de la sécurité sociale. Qui viennent d'être rejetés d'ailleurs en commission, là, je crois que c'était aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les représentants de la nation, les députés, vont se mettre à discuter de qu'est-ce qu'il faut faire de la sécu sociale, alors que les cotisations ne viennent pas de l'État français, ne viennent pas de l'Assemblée. Tu vois, donc en fait, l'État se met à se dire, bon, on va mettre des objectifs, l'ONDAM, objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est pas contraignant, mais on met des choses comme ça sur la gestion de nos hôpitaux, on commence à discuter, on met les mains. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. C'est on met les mains à l'Assemblée nationale sur quelque chose qui ne devrait, pour moi, être du ressort et de la compétence que des travailleurs et des patrons. Moi, ma préférence va à un système en faveur des travailleurs. Mais à la limite, il faut qu'il y ait aussi un peu de patronat, il y a des cotisations patronales. Donc on en est là. 1990, on fait ça. Tous les ans, maintenant, on se met à discuter des lois de financement de la Sécu avec des majorités qui changent. Tout ça n'a aucun sens. Hein. Moi, en termes de stabilité et de vision d'avenir, je préfère laisser ça aux syndicats de travailleurs et aux patrons. Pour le coup, ils sont dans des visions un peu plus longues. Ils sont honnêtes, les syndicats? Ouais, sur la gestion de la Sécu, je pense que oui. Ouais. Ils ont une masse d'argent, ils doivent la louer, ils doivent la répartir, ça doit fonctionner bien. Je préfère laisser ça aux syndicats et aux patrons plutôt qu'au privé. Alors, pour les collectivités locales, je ne t'ai pas dit le chiffre, mais en gros, l'année dernière, c'est globalement 50 milliards. 50 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se prend la tête
Là, en ce moment, on est en train de dire qu'il faut faire 10 milliards d'euros de coupes absolument, etc. Tu prends 1/5 de cette somme, le problème est réglé. Et je ne te dis pas qu'il faut tout arrêter, etc. Mais tu vois, ce qu'on a créé, en fait, c'est un déficit monstrueux. Et d'ailleurs, la Cour des comptes le rappelle dans un rapport assez récent, là. La Cour des comptes, elle dit, si tu veux... Attends, il faudrait que je te sorte parce que je l'ai noté, la citation, pour ne pas me planter. Voilà. Donc, elle évalue la perte de recettes à 38,5 milliards d'euros au total. Je te lis, hein. Les pertes de recettes représentent 1/4 du déficit de l'ensemble des administrations publiques et de l'État en 2023. Rien que sur ça. Je t'ai même pas encore parlé de la Sécu, attends, ça va venir. Les réformes de la fiscalité locale et du financement de l'audiovisuel public, c'est vrai qu'on le met, c'est une somme plus faible, c'est tellement absurde, sont à l'origine de la moitié de la hausse du déficit des administrations publiques intervenue entre 2017 et 2023. Le déficit public, ça vient de là. Alors ok, après on peut dire on fait un choix. Mais moi, je demande à ce qu'on évalue maintenant ce choix. C'est-à-dire, ok, on a supprimé la taxe d'habitation, à qui ça a profité? Est-ce que ça a tant profité que ça aux classes moyennes? Un petit peu. Mais est-ce que tout le monde a compensé en le payant au supermarché, dans des trucs? Tu vois, en fait, on a pris sur la consommation des gens. On a créé un système complètement pervers. On a déterritorialisé une forme d'impôt. On a fait perdre du pouvoir d'action et des légitimités même démocratiques derrière sur des communes, des départements, etc. Parce que ton argent vient de l'État maintenant. Tu n'as même plus le pouvoir de fixer les taux, etc. Mais chez les communistes. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'État. C'est qu'en fait, les capitalistes, ils sont géniaux pour te faire croire qu'eux, ils veulent juste, tu sais, quitter la gestion des choses. Mais en fait, ils prennent le contrôle de tout. Et après, effectivement, ils peuvent le vendre au privé, ils peuvent le filer au privé. Mais n'empêche, d'abord, il y a une espèce de prédation de l'État. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer pour la sécurité sociale, dans des proportions plus grandes. Alors, c'est vrai que la sécu sociale, c'est un budget plus grand. Mais l'année dernière, par exemple, le chiffre de TVA qui a été transféré à la sécu, c'est quand même 60 milliards d'euros. Tu mets les 50 milliards d'euros des collectivités plus les 60 milliards d'euros de la sécu, de TVA transférée, tu retrouves les 100 milliards qui me manquaient quand je regardais le budget de l'État en me disant c'est bizarre, on était à 219 milliards d'euros je crois en 2023 et on a quasiment que 100 milliards qu'on retrouve dans le budget. En fait, le fondement de ce qui est en train de se passer, c'est que le premier impôt du pays, qui est aussi l'impôt le plus injuste, parce que la TVA, c'est pas juste. La TVA, tu vas au supermarché, que tu sois une classe populaire, classe moyenne ou classe les plus riches, tu payes le même taux sur le même produit. Donc c'est un impôt qui n'est pas juste. Et en plus, quand tu es une classe populaire, en général, tu n'as pas d'autre choix que de consommer, quoi. Voilà. De survivre. Ouais, tu consommes. Tu consommes pour acheter à manger, tu consommes ton paquet de pâtes, etc. Quand paquet de clopes. Voilà, ça représente une part de tes dépenses plus importante que les plus riches. Ils achètent aussi les pâtes, etc. Mais ils ont plein d'argent restant pour payer d'autres trucs derrière. Donc l'impôt le plus injuste, en fait, maintenant, il est utilisé pour ça. Et dans la Sécu, c'est la même chose. Moi, je m'en suis rendu compte en lisant une loi de règlement un peu, un document un peu technique qui arrête les déponfs. Et pareil, je vois, marqué noir sur blanc en plus, l'affectation d'une part de la TVA a été faite pour compenser les exonérations de cotisations sociales décidées notamment après le CICE, etc. Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi on a 1000 milliards de dettes en plus? T'as auditionné Bruno Le Maire? Oui. Il t'a dit ça comment? Oh, Bruno Le Maire. Il a sauvé l'économie française, d'après lui. Mais attends, mais du coup... son intelligence est un obstacle. Et on devait mettre la Russie à terre aussi. Non, mais il y avait plein de trucs comme ça. Là, ça commence à tu vois, en parlant de dette, il y a un truc qui est super drôle, ça me fait penser, parce que je crois que je l'ai noté en plus. Mais c'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes que j'avais lu. Ce qui est très drôle, c'est que, vu que cet argent il a été compensé avec l'argent de la TVA, c'est une recette en moins pour le budget de l'État. Mais vu qu'il n'y a pas eu de baisse de dépenses significatives, à ton avis, comment l'État il a fait pour encaisser ce transfert? Ici, c'est moi qui pose des questions, mais je réponds la dette. Il a emprunté. Variable. Ouais, alors là, oui, parce qu'on a eu tout un truc sur... Alors aujourd'hui, sur les emprunts, j'ai pas envie de m'éparpiller maintenant, mais sur les emprunts, il y a plein de choses à dire. En fait, je pense que l'erreur sur les emprunts qu'on a fait sur les OATI, les taux d'émission à taux variable, etc., c'était plutôt en 2017, 2018, 2019. Aujourd'hui, peut-être que les taux variables, il faut voir. Parce qu'effectivement, vu que les taux sont hauts, peut-être qu'ils vont redescendre. Mais en 2017, quand les taux ils sont quasiment à zéro, pourquoi tu empruntes avec des taux variables alors que tes taux d'emprunt ils sont à quasiment zéro? Pourquoi tu fais ça? Ils nous ont répondu, oui, c'est parce qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Les œufs. Les œufs. Voilà, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Alors ok, on ne met pas tous les œufs dans le même panier,
Mais là, quand même, ça nous coûte un peu cher d'avoir vraiment mis un œuf dans un panier qui était pourri, on le savait un petit peu. Combien ça nous coûte ? Je ne sais plus combien on était sur les ordres de grandeur, je crois qu'on était sur au moins du 15-20 milliards quand j'en avais discuté en 2022. Les décideurs politiques, ils font un choix conscient que là, ils sont en train de mettre le financement de l'État et de rendre la sécurité sociale dépendante du financement de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'était financé par le travail, la Sécu. C'est ta cotisation sociale, ta cotisation patronale. C'est orienté autour du travail. Là, on commence à orienter le financement de la Sécu sur la consommation populaire. Qu'est-ce que ton achat de pâtes a à voir avec la production de travail ? En termes de prospective, d'anticipation, quand la consommation se vautre, le système de financement que tu m'as décrit... C'est mort. C'est mort.